Et donc, c'est parti. Alors, ici, pour le crédit bail immobilier, ce qu'il faut comprendre, c'est que la société va décider, en fait, ici, de ne pas acheter le bien. Pourquoi elle décide de faire ça? Parce qu'elle veut s'éviter un coût trop étalé, par exemple, etc. Ou tout simplement parce que ça l'arrange. Et donc, en fait, elle va décider donc de prendre un crédit bail pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir se financer. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs une location financement, puisque au début, elle va payer un loyer, hein, puis à la fin, elle aura une option d'achat. Elle décidera si oui ou non elle souhaite acheter la construction, ou en tout cas le bien. Donc, pas de grosse différence d'enregistrement avec le crédit bail mobilier. Par contre, fiscalement, il va y avoir une situation un peu particulière qu'on va étudier ensemble. C'est qu'on va avoir une situation où en gros, vous aurez une réintégration extra-comptable à faire. D'accord? Ou même deux, j'ai envie de dire. Une qui va concerner justement le terrain, et vous allez comprendre la logique, c'est tout bête, et une autre qui va concerner la construction. D'accord? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, donc à partir des contrats du 96, hein, du 1er janvier 96, ça veut dire quasiment tous les contrats que vous allez faire maintenant, eh bien, si vous avez une option d'achat inférieure à la valeur du terrain, je m'explique, hein, et c'est le cas qu'on a eu tout à l'heure, 200 000 euros par exemple, et on rachète à 110 000 euros, eh bien, ici, on fera une réintégration extra-comptable de la différence. D'accord? Donc, on va soumettre à l'impôt, hein, cette différence. Ça, c'est le premier point. Et en fait, c'est tout bête, puisque ici, qu'on considère le fisc que au moins la levée d'option doit être égale au terrain. D'accord? Au moins, elle doit être égale à la valeur du terrain acheté, enfin, la valeur du terrain initial. Donc, ça, c'est la première réintégration et c'est la réintégration qui concernera ici tout simplement l'écart sur le terrain. Ensuite, on aura une autre réintégration à faire et c'est pour ça qu'elle nous intéresse et tout ça, je vous le redécris dans le cours, hein, vous inquiétez pas, mais restez bien concentrés. On aura une deuxième réintégration à faire qui concernera la construction. Et je m'explique, en fait, vous allez avoir un décalage dans le temps. C'est quoi? C'est imaginez un contrat qui est sur 10 ans, tandis que le bien immobilier, lui, il a une durée de vie de 20 ans. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en faisant ça, eh bien, l'entreprise va pouvoir augmenter ses charges fortement d'un coup pendant un certain temps. Donc, c'est là où le fisc va intervenir. Il va dire, impossible, on va réintégrer, hein, et on va réintégrer la différence. D'accord? Je vais vous expliquer tout ça juste en dessous. Alors, pour faire ces calculs, etc., il va falloir être assez attentif, puisque ici, d'abord, dans un premier temps, on va devoir déterminer la quote-part qui correspond au terrain dans les redevances, d'accord, dans les redevances versées, ainsi que la simulation qu'on va faire, c'est-à-dire faux frais financiers, remboursement du faux emprunt, etc., etc. Donc, je vous fais un tableau pour vous montrer ça dans un cas exemple juste après. Comment on va calculer ça? Eh bien, on va commencer par déterminer ce qu'on appellera le taux de rendement interne. Et on va poser une égalité. Cette égalité, c'est le coût d'acquisition qui est égal justement au loyer actualisé, hein, tous les loyers qui vont être versés actualisés. Je vous rappelle que l'actualisation, c'est amener de l'argent futur à aujourd'hui. Donc 100 euros versés demain, est-ce que ça vaut, combien ça vaut? 100 euros de demain valent 98, par exemple, hein, d'aujourd'hui, etc. Donc en fait, hein, c'est actualiser cette valeur future qu'on va mettre en égalité avec le coût d'acquisition que l'on connaîtra souvent dans notre exercice. Et en fait, notre inconnu, ça sera notre inconnu I. Et c'est I que nous recherchons ici, puisque nous cherchons à obtenir la valeur de notre I. D'accord? Et cette valeur de notre I, pour l'avoir, alors si vous voulez poser réellement le calcul, faudra utiliser la méthode du tâtonnement pour ceux qui connaissent, hein. La méthode du tâtonnement, ça veut dire chercher une valeur qui nous donne 0 ou la valeur recherchée, ou enfin chercher deux valeurs, une valeur en dessous de la valeur recherchée, une valeur au-dessus de la valeur recherchée, ce qui nous permet de tâtonner et de trouver notre X ou notre I, puisque ici, X est remplacé par le I, entre guillemets, si je peux me permettre. Alors,
Si on continue, quand on pose l'équation, hein, vous l'avez compris, n'oubliez pas d'ajouter le dernier loyer et la levée d'option, hein, dans votre équation, et ça nous permettra d'obtenir notre petit i. Alors, vous avez une autre solution, hein, qui est le solver qui permet d'obtenir notre i automatiquement, hein, d'accord, que vous pouvez calculer. Alors, si l'équation, ça va, on va pouvoir passer justement à notre recherche justement de valeur. Je vous rappelle qu'on peut utiliser les formules qu'on a déjà vues, nous, lorsqu'on a fait les brevets, d'accord, hein, et enfin les redevances annuelles. Et en fait, ce principe de l'actualisation s'applique totalement dans ce qu'on est en train de faire, puisque c'est le coût d'acquisition qui est égal au loyer actualisé, aux différents loyers actualisés, plus la levée d'options. Les écritures sont plutôt simples, puisqu'on utilisera cette fois le compte 612.5 pour les crédits baux immobiliers. Donc ici, hein, vous mettez à chaque fois le 612.5 pour la partie immobilière. Tout simplement, on enregistre la charge. Il y a de la TVA s'il y en a, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. On ne se casse pas la tête. Comme tout à l'heure, on se posait la question, hein, ici, à chaque fois, on se posait la question, puisque ça c'est notre 1, et là c'est un 2 et un 2 bis. Donc, soit on payait à l'échéance, c'est-à-dire à la fin, soit on payait au début. Et donc, en fonction de la situation, ça va entraîner soit une charge constatée d'avance, soit une charge à payer, à chaque fois en fonction de la situation. Donc, je passerai un 486 ici, hein, ou un 408 si c'est une charge à payer. Je vous rappelle que si c'est une échéance payée en début de période, eh bien, cette échéance, quand elle est payée en début de période, elle entraînera une charge constatée d'avance. D'accord? Tandis que si c'est une échéance payée en fin de période, elle risquera d'entraîner une charge à payer. Voilà à peu près le traitement simple lors du contrat, hein, pendant que le contrat court, et ça, il n'y a pas de difficulté. L'entreprise lève l'option d'achat, elle décide d'acheter donc le bien, comme on l'a vu tout à l'heure, à l'issue du contrat. Lorsqu'elle décide de lever cette option d'achat, ce qu'il se passe, c'est que vous allez ventiler le prix d'achat dans un premier temps et immédiatement sur le terrain, tout de suite. Pourquoi on choisit le terrain? Parce que c'est un élément qui va rester dans le temps, plus longtemps que la construction. Donc, il aura une valeur brute plus forte, théoriquement, que la construction. Donc, le terrain d'abord. S'il n'y a pas assez d'argent, c'est-à-dire que la levée d'option, imaginons, c'est comme tout à l'heure 200 000 euros et le terrain vaut 130 000 ou plutôt 250 000, on va dire, on va prendre un autre exemple, hein, le terrain vaut 250 000 euros, d'accord? Donc, je vais mettre tout de suite terrain à 200 000 euros, d'accord? Je l'enregistre à 200 000 euros, soit le prix, la levée d'option. Si il nous reste encore des fonds, on affecte le reste à la construction. D'accord? S'il nous reste encore des fonds, on affecte le reste à la construction. Donc, cette fois, la levée d'option, imaginons, elle est à 350 000 euros. D'accord? Tandis que le terrain vaut 250 000 euros. Donc, on mettra 250 000 sur le terrain, puis les 100 000 restants sur la construction. Bon, voilà. Il y a nos histoires toujours de TVA, 5 ans après la date d'achèvement d'un immeuble, hein, d'un ensemble immobilier, eh bien, ici, ou d'une construction, ici, on ne mettra plus la TVA, hein, c'est plus assujetti à la TVA, tandis que si c'est dans les 5 ans, il y aura encore de la TVA, et même ça entraîne des régularisations. Traitement fiscal. On va chercher donc la valeur résiduelle dite fiscale, d'accord, qu'on peut appeler aussi PRF. Hein, et donc, c'est la valeur d'origine de l'ensemble immobilier lors de la signature du contrat, hein, celui qui fait partie du contrat initial, moins les amortissements que l'entreprise aurait pratiqués si elle avait été propriétaire de l'ensemble immobilier. D'accord? Donc là, on fera un calcul d'amortissement très classique. Hein, si on avait été propriétaire, en suivant la durée de vie ou d'usage du bien et non pas la durée du contrat. Finalement, n'oubliez pas qu'il y a un décalage à cause de ça. C'est pour ça que le fisc va nous dire non, non. Là, vous voyez, le contrat, vous le rendez plus court. Tandis que la durée de vie du bien, si vous avez été propriétaire, vous auriez amorti beaucoup moins sur beaucoup plus de temps. Donc, votre résultat aurait été beaucoup plus fort. Et c'est ça, en fait, que vient corriger ce traitement que nous allons faire avec la réintégration. Donc, la réintégration extra-comptable sera égale, hein, prenez ça en tête, hein, à la valeur résiduelle fiscale de l'immeuble moins le prix de levée d'option. Cette réintégration, hein, va entraîner, après, hein, on va pouvoir faire des amortissements dérogatoires quand on deviendra propriétaire, puisque ça lance juste un décalage. On est en train de faire juste un décalage pour lisser le tout. Alors,
Si vous avez compris cet élément-là, ça nous permet de passer à l'impact du régime fiscal sur la comptabilité et donc le traitement que nous voulons voir. Puisque tout ça, on fait le calcul fiscal, etc. Mais en fait, pourquoi? Pour calculer une provision. Donc, en fait, cette différence entre le prix de levée d'option et la valeur résiduelle va entraîner une réintégration. Cette réintégration va entraîner une provision tout au long du contrat. Donc, tout le long du contrat, d'accord? Tout le long du contrat, hein, il y aura une provision. Cette provision pour impôt, tout simplement, elle va être effectuée tout au long avec le compte 155, je vous montre tout de suite l'écriture, le compte 155, provision pour impôt, et la dotation en charge exceptionnelle. Cette provision pour impôt, bien sûr, elle sera égale à la réintégration fiscale du terrain et de la construction. Donc, on prendra le montant total, d'accord? Et là, on multipliera la réintégration fiscale calculée par le taux d'impôt sur les sociétés qui est de 28%. C'est le taux normal, standard. Il y a un taux réduit, mais on ne se casse pas la tête. Nous, au niveau UE10, on va considérer que le taux standard, 28% fois 1 divisé par le nombre d'années du crédit bail. Donc, si le crédit bail est sur 15 ans, comme tout à l'heure, on le fera pendant 15 ans. S'il est sur 14, sur 14, etc., etc. Cette provision pour impôt, n'oubliez pas, elle est bien égale à ces deux réintégrations. La deuxième réintégration de la construction qui est due au décalage, je le répète, au décalage dans le temps, puisque le contrat du crédit bail est plus court que la durée de vie en général. Ça peut être le cas, la durée de vie ou d'usage ou d'utilisation du bien. Donc, la durée qu'on amortirait si on avait été propriétaire. Et c'est ça qui va être corrigé par cette réintégration fiscale. L'amortissement dérogatoire qu'on procédera après, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais avoir levé l'option, je vais être propriétaire, d'accord? Et donc, je vais procéder à l'amortissement comptable normal, d'abord, c'est-à-dire sur le prix d'achat du bien, donc le prix de levée d'option, finalement, que je multiplierai sur la durée restante, c'est-à-dire la durée non amortie sur la durée d'utilisation ou d'usage qui vous sera donnée dans l'énoncé. Et donc là, concrètement, eh bien, la durée, elle sera, par exemple, si on reprend l'exemple du cas exemple, c'est 15 ans, 20 ans, contrat 15 ans, 20 ans de durée de vie. Donc les 5 ans, c'est ça qu'on amortira. Et donc, ces 5 ans, c'est la durée résiduelle d'amortissement normal. Et enfin, on amortira en dérogatoire. D'ailleurs, je vois que c'est écrit ici, mais en fait, en réalité, c'est pour juste en dessous. Donc, en vrai, je vais le mettre en dessous. Hop, à la ligne concernée. Mais le montant de l'amortissement dérogatoire, quant à lui, il sera bien égal au montant de l'amortissement comptable moins l'amortissement fiscal. Alors, l'amortissement fiscal, comment on va le trouver? C'est très simple, c'est le montant restant. En fait, normalement, là, vous allez à chaque fois faire un amortissement dérogatoire du montant que vous avez réintégré sur la durée restante, en fait. Le montant qui a été réintégré à cause du décalage de la construction, il va être réintégré à la fin, à la levée de l'option. Et après, vous pourrez amortir cette quote-part sur la durée résiduelle, la durée restante. Et donc ça, c'est ce qu'on fera en amortissement dérogatoire. Conséquence, l'amortissement dérogatoire est égal à la fraction des loyers réintégrés amortis sur la durée d'utilisation. Le cumul des amortissements dérogatoires et des amortissements pour dépréciation sera supérieur à la valeur brute de la construction inscrite au bilan. En fin de période, c'est tout à fait normal. Puisque qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que vous avez pris des amortissements qui concernent les 15 premières années.